Histoire naturaliste, à l'écoute des passionnés de nature. Celles et ceux qui observent la faune, la flore, les espaces naturels. Ces personnes sensibles à la beauté du monde nous racontent leurs plus belles histoires de leur vie de naturaliste. Une production, La Belle Échappée. Ben là, on est dans le massif des Écrins, donc dans la vallée du Champsaur. Et on est dans une zone très étroite, une vallée étroite, magnifique, très sauvage, avec un adret, donc un côté sud déneigé. Cette année, on a un peu de soucis avec la neige. Et puis un côté nord, où on a quand même des cascades de glace et de la neige. Ah ben là, c'est là que je passe la plupart de mon temps. Donc, en plus, c'est bien parce que le couple de loups qui sont là, ils sont assez reconnaissables, donc j'arrive vraiment à les identifier. Et là, on est dans la période de reproduction. Moi, j'ai eu un accouplement, un truc fabuleux, un coup de bol en 2023. J'ai eu un accouplement devant une caméra automatique qui est dans mon dernier film, Vivre avec les loups. Et ça a été le cadeau de fin de tournage de fou, quoi. Parce que quand on voit le territoire, il est quand même immense. On est sur un territoire de, on va dire, 150 km². 150 km², c'est 15 km sur 10 en montagne. C'est énorme. Et là, on a des loups qui viennent s'accoupler devant la caméra. C'est-à-dire que s'ils avaient été 4 mètres d'un côté ou de l'autre, je les avais pas. Ils sont venus au mètre près s'accoupler, ils ont passé un quart d'heure, collés l'un à l'autre, etc. devant la caméra. Et ça a été énorme, ça fait partie des cadeaux colossaux. Et l'intérêt aussi de ces caméras automatiques, de ne pas être intrusif, de ne pas mettre le bazar, d'être là et de pouvoir voir comme ça, sans déranger, ce qui se passe dans l'intimité des loups. Voilà, et puis là, il y a une caméra que j'ai mis là, récemment, mais qui est pas loin. Elle est là-bas, sur le petit sapin. Et donc, je vais voir, là, je suis un peu excité, parce que ça fait quand même quelques jours. Ça fait pas très longtemps, hein, ça fait quoi, une semaine que je suis pas venu la relever. Et on va voir en une semaine ce qui s'est passé. On y va. Et on va voir un peu s'il y a eu du passage. J'ouvre la caméra et là je vois qu'il me reste 83% de batterie et qu'il y a eu 9 déclenchements depuis la dernière fois que je suis venu. Ah, là, c'est un renard. Ah, ben voilà un loup. Et ça en plus, je crois que c'est ma femelle historique. Ah, tiens, là c'est le mâle balèze. Et c'était il y a 3 jours. Et là d'un coup, on voit les yeux briller. Et le mâle qui arrive, alors c'était de nuit bien évidemment. Il navigue sur le territoire, il contrôle. Derrière, on a un lièvre. Tac, les loups, dans l'autre sens. Au petit trot. Là, on en a un pour le moment. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Ah, là, on a un beau. C'est pas la femelle, c'est un autre loup. Et là, j'ai le mâle. Ah ben si, c'est le mâle derrière, au trot. Là, c'est tic, 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 tic. On cherche peut-être un peu à bouffer. La queue est relevée. C'est clairement le couple qui habite ici. Ah, je suis content. Ça, c'est cool. Jean-Michel, dit Milou, est un naturaliste cinéaste qui porte bien son surnom. Être mi-loup révèle déjà un certain penchant pour les canidés sauvages, depuis le retour du loup dans les Alpes et le massif des Écrins. Aller à la rencontre des loups pour les filmer est alors un long cheminement, pas seulement dans la montagne, mais aussi une quête personnelle, initiatique. Jean-Michel et les loups
Première partie, la rencontre. Alors le début de cette histoire de loup, en fait, elle est complètement liée au film précédent sur l'aigle. Et donc, dans cette vallée complètement paumée, j'ai passé beaucoup de temps et je me disais, mais c'est dingue parce que les loups reviennent dans les Hautes-Alpes. On sait, à l'époque, dans les années 2013, il y avait des loups dans le Queyras. Il y avait une meute à Durbon, à la limite de la Drôme et des Hautes-Alpes. Et puis c'était tout. Et en fait, j'avais passé tellement de temps dans cette vallée paumée, je me disais, mais c'est fou, parce qu'il y a énormément à bouffer. Il y a chevreuil, cerfs, sangliers, mouflons, chamois. Et si les loups doivent revenir quelque part, ça doit être là. Et du coup, j'ai eu envie de relever un défi. Je me suis dit, on va essayer de trouver le loup sur une intuition. Et finalement, je me suis complètement fait prendre au piège. C'est-à-dire que j'ai dit, ben voilà, je vais essayer de trouver les loups, c'était une forme de défi. Et j'ai décidé d'en faire un film de quête. Voilà, tout bêtement. Si au bout de 3 ans, je réussis à filmer la queue d'un loup à 600 mètres, j'aurais réussi mon pari. Voilà, le but c'était là. On est parti là-dessus. Et comme pour le film précédent sur l'aigle, ce qui m'intéressait plus que de faire des super images de loups, ce qui m'intéressait, c'est de raconter le chemin pour les trouver. Alors sur le terrain, je suis complètement surpris parce que je pensais en avoir fait pas mal avec les aigles. Je suis quand même montagnard, j'ai fait de l'affût, j'ai fait des bivouacs. Mais alors le loup m'emmène dans des trucs que j'aurais jamais imaginé. Et souvent, je dis ça quand on me parle des loups, je dis le loup m'emmène. Il m'emmène au-delà de moi-même. C'est-à-dire que là, les journées, les nuits d'affût que j'avais fait par-ci par-là ou de bivouac, et j'en avais fait beaucoup, se sont transformés en un quotidien. Et en fait, la moyenne sur les 3 années de tournage de ce film, c'est 4 jours en moyenne par semaine, 4 jours sur 7, c'est-à-dire plus de 6 mois par an au bivouac. C'est un truc complètement fou, en été comme en hiver. Et au départ, il y a toujours un petit coup de pouce du destin. J'ai commencé à partir bivouaquer. Et très rapidement, je tombe un soir d'orage où j'observais à la lunette, de l'autre côté de la vallée, à 3 kilomètres. J'observais pour essayer de voir des loups et j'en voyais pas évidemment. Je me prends un putain d'orage, je me retrouve sur mon tarp à attendre que ça passe. Une fois que c'est fini, je ressors du tarp, je pisse un coup. Je regardais en dessous, j'entendais des bruits bizarres en dessous. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai eu comme un instinct, j'ai tourné la tête. Et derrière moi, il y avait un loup à moins de 20 mètres qui me regardait, en crête, comme au cinéma, quoi. Alors évidemment, je n'ai pas pu le filmer. Et ce loup m'a regardé. C'était à la nuit tombante, en silhouette, un truc de fou. Et puis, il y a quand même cette idée de se dire, tu vois, une fois de plus, on est comme des cons, quoi. C'est-à-dire que je suis là avec ma lunette à observer à 2 kilomètres en espérant voir des loups. Et en fait, un loup curieux, qui devait passer dans le coin, a dû me flairer, et il est venu voir ce qui se passait. Alors évidemment, il s'est pas attardé, il est resté 3 secondes, mais c'est lui.
qui est venu voir. Il n'était pas obligé de sortir au bord de la crête et de me regarder. Et évidemment, c'est le loup que j'ai vu le plus près de ma vie. Et il y a eu cet échange de regards. Parce que même si le soir tombait et qu'il était sur le ciel, et le ciel couchant, j'ai vu ses yeux, ses deux yeux jaunes. Et là, c'est inexplicable. C'est-à-dire que c'est un truc, voilà, c'est un coup de poing dans l'estomac. C'est un truc incroyable. Et c'est cette profondeur du regard de cet animal, du loup, et là ressort tout. Et cet échange entre ce canidé, cette relation entre le canidé et l'humain, et ça nous emmène mais très très loin. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu le temps de réfléchir à ça et de me dire que nos ancêtres, quand ils étaient cueilleurs-chasseurs, avançaient en parallèle avec les loups. C'est-à-dire quand les loups tuaient une grosse proie et qu'ils laissaient des restes sur les carcasses, les humains arrivaient derrière pour bouffer les restes. Quand les humains tuaient une grosse proie et qu'ils laissaient quelques morceaux de bidoche, les loups venaient manger les restes. Et il y a toujours eu ce chemin parallèle. Et donc, au travers du regard des loups, on ressent un truc qui va bien au-delà du fait d'avoir vu un animal de près. C'est un regard qui nous transporte dans notre histoire et dans notre relation à cet animal. C'est-à-dire cette relation justement qui au néolithique a fait que les gens, sédentarisant, apprivoisé des loups, s'en sont servis d'alliés pour se protéger, pour chasser, etc. Donc il y a tout un chemin, il y a tout un parallèle entre cet animal et nous qui est hyper fort. Et le regard d'un loup reste un truc quand même. Je veux pas faire de mythe et puis partir dans les violons, mais ça reste quelque chose de très singulier, en tout cas, et de très fort. Et hop, comme un chat, il a disparu. Et là, c'est évidemment un moment dont je me souviendrai toute ma vie, qui m'a fait passer une nuit blanche dans mon duvet. Et ça, évidemment, ça a été un déclencheur capital. Et pendant 1 an, j'ai fait des affûts, des bivouacs, et j'ai jamais revu un loup. J'ai posé des caméras automatiques. J'avais tout sauf des loups. Chamois, chevreuil, écureuil, martre, tout ce qu'on veut, pas de loup. Le premier hiver, j'ai commencé à avoir des empreintes. Donc déjà, j'avais la certitude qu'il y avait des loups dans cette vallée, en tout cas au moins un. C'était déjà très motivant. Et il m'a fallu 1 an pour réussir à filmer, pour le coup, le deuxième loup que j'ai vu, qui était une femelle avec un ventre énorme, c'est-à-dire qu'elle avait mangé de la nourriture pour aller la régurgiter à ses petits. Voilà le début de l'histoire, et c'est là que j'ai commencé à avoir quelques loups en images, et c'est comme ça que c'est parti. Ça marque. Donc si on avait des loups qui soient passés là dans la fin de nuit, on verrait les traces. Là j'ai eu 3 louveteaux qui sont nés là au printemps dernier, qui ont été élevés tout l'été. J'ai vécu des trucs de malade sur le côté rive gauche là, justement. Avec ces louveteaux qui étaient là tout le temps, avec des hurlements, des communications entre les adultes et les jeunes pendant tout l'été, c'était fabuleux.
Et puis, il y en a 2 qui ont commencé à bouger au mois de septembre et à quitter ce qu'on appelle cet endroit qui est le site de rendez-vous. C'est-à-dire l'endroit où les jeunes attendent les adultes qui leur apportent à manger. Il y en a 2 qui étaient un peu hardis, puis il y en a un qui restait toujours là. Donc c'était assez marrant. Et j'ai eu le moment, avec les hurlements d'un côté, parce que j'avais un magnéto qui tournait toute la nuit, et les caméras automatiques qui ont capté le moment où les adultes sont venus chercher le jeune pour l'emmener, rejoindre les autres. C'était fabuleux. Donc ça a été quand même un été très intense. Et puis depuis le 15 septembre, les louveteaux ont disparu. Il paraîtrait qu'ils aient été tués, braconnés. En tout cas, ça s'est fait sous le manteau et du jour au lendemain, il n'y a plus de louveteaux. Donc là, j'ai le couple depuis le 15 septembre qui erre sans louveteau et qui fait sa vie. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu triste, évidemment. Et puis là, depuis 15 jours, j'ai d'autres loups qui se sont pointés, un autre couple. Et ce nouveau couple, évidemment, il n'a pas sa place ici, tant que les autres refuseront. Donc on va avoir soit un passage, bref, de ce nouveau couple qui va aller voir ailleurs s'il y a de la place, soit on peut avoir aussi une confrontation, c'est-à-dire ce couple qui essaie de s'installer et de prendre la place des autres. Bon, je sais pas ce qui va se passer, donc je surveille, mais ça devient excitant là depuis 15 jours, et du coup je relève sur la caméra des choses qui me questionnent. Mais pour l'instant, j'en conclus absolument rien. On verra au moment de la mise bas au mois de mai ce qui va se passer. Mais ça, c'est bien excitant. En fait, je suis devenu accro. Pour moi, le loup, c'est devenu comme une drogue dure, parce que c'est un animal qui est furtif, qui est discret, qui est malin, qui est territorial, donc qui connaît parfaitement son territoire. Et moi, j'ai dû m'adapter à ça pour essayer de le voir et de le comprendre. C'est-à-dire que ce que j'ai fait une fois que j'ai aperçu mon premier loup et que j'ai eu ce grand choc, évidemment, ça m'a donné une motivation terrible. Je sais pas pourquoi, j'avais cet instinct de me dire, tu dois rester là, toujours aux mêmes endroits. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de filmer mes loups de cette putain de vallée dans laquelle j'étais. Moi, j'ai envie de filmer mon loup, le loup qui est là chez moi. Et même le Kéra, c'est déjà trop loin. Voilà. Et en fait, ma raison de l'être, ma raison de vivre, ma motivation, mon énergie, elle vient de là. Et elle a jamais bougé. Mais ce qui s'est passé pendant cette année-là, j'ai pensé à ce film que j'avais vu quand j'étais gamin ou jeune, qui s'appelait Un homme parmi les loups, qui racontait l'histoire de Furley Murwatt, qui était un chercheur américain ou canadien qu'on avait envoyé dans le Grand Nord pour observer les loups. Et en fait, au début, quand il était là, il voyait jamais les loups. Les loups se barraient, les loups se méfiaient, lui se cachait, ça marchait pas. Et à un moment, il a pété les câbles et il a dit, vous me faites chier, donc moi, je vais vous dire, je suis là, et moi, je suis chez moi, et moi, je pisse partout. Donc, il buvait des litres de thé, il pissait partout. Il tapait sur des casseroles et il a commencé à avoir des loups qui se pointaient parce qu'ils étaient curieux. Alors moi, évidemment, j'ai pas tapé sur des casseroles, mais je me suis dit, il faut que je fasse partie du décor. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'allais à ces bivouacs de façon rituelle pendant la journée, c'est-à-dire au moment où les loups bougent le moins sur le territoire, ont tendance à se reposer. Donc je vais être rituel, je prends toujours les mêmes itinéraires et je pisse toujours aux mêmes endroits, juste pour dire je suis là. Et j'ai joué à ça pendant tous ces mois, et ces mois, et ces mois. Et en fait, je me suis rendu compte après, quand j'ai vu les premiers loups et que j'ai pu les filmer, que chaque fois,
qu'un loup passait près de moi, c'était parfois 80, 100 mètres, il venait pas passer à 20 mètres, bien sûr. Il me regardait. Et en fait, j'ai commencé à faire partie du décor. Alors évidemment, les loups, on n'est pas dans l'anthropomorphisme en disant, là, je suis l'ami des loups, les loups m'ont accepté, pas du tout. Faut pas rêver, puis on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait un humain rituel qui était là, qui se signalait, et que finalement, ça a attisé la curiosité des loups. Les loups sont chez eux, ils sont plus malins que moi, donc je peux pas forcer la rencontre. Mais ce qu'il fallait faire, c'est attendre et compter sur la curiosité quelque part des loups. C'est-à-dire être sur leur itinéraire, mais pas trop près, parce que si je vais sur leur itinéraire, eux me captent et changent d'itinéraire. C'est pour ça qu'il faut surtout pas être gourmand. Et donc c'est tout cet équilibre, mais qui est fabuleux et que je raconte finalement dans ce premier film, La Vallée des Loups. Simplement, je suis un humain très souvent présent, identifiable, donc je les surprends pas, je leur fais pas peur, et a priori inoffensif. C'est-à-dire que d'après moi, bien évidemment, et ça j'en suis sûr, avant de les voir, eux m'ont observé de bien plus loin pendant les mois. Je veux dire, ils peuvent sentir une odeur, si le vent est bon, ils peuvent me sentir à 1 kilomètre, enfin, à 600 mètres, enfin bon. Ils savaient évidemment que j'étais là. On disait, mais qu'est-ce qu'il fout, machin. À la fin, ils s'en fichaient un petit peu, en me jetant un petit coup d'œil, et en disant, il est toujours là, mais évidemment, ils sont pas venus s'approcher à 10 mètres de moi. Ils ont gardé une distance. Sauf une fois ou deux où je les ai eus parce que j'avais le vent pour moi, et qu'ils me sont passés à 20 mètres de l'affût, quoi, 20, 30 mètres. Ça, c'était assez énorme. D'ailleurs, j'ai pas pu les filmer parce que ma caméra était tournée de l'autre côté. Je les attendais évidemment ailleurs, comme d'habitude. Ils sont passés là, le temps que je tourne la caméra, machin et tout, j'ai filmé le cul du dernier, quoi, et puis voilà. Alors qu'ils y étaient 6, c'est que j'aurais pu faire un plan extraordinaire. Mais c'est pas grave, je l'ai vécu, je l'ai vu. C'est un animal qui est profondément intelligent, ça on le sait, qui fait la part des choses, qui a son fonctionnement d'intelligence à lui, bien sûr, mais moi ça m'a toujours scié, quoi, de voir à quel point il a cette capacité d'analyse de son territoire et finalement de voir à quel point un humain peut être dangereux ou pas. Passé après toute cette année de doute et de patience, c'est encore un coup de bol. En fait, je me pointe pour relever une caméra automatique, parmi tant d'autres. Et là, sur cette caméra automatique, j'ai un animal qui passe, un loup. Donc, je prends mon truc. Moi, j'ai un petit écran sur la caméra automatique, j'y vois rien. Je prends ma carte, je rentre à la maison pour regarder sur mon ordi. Et là, je regarde sur l'ordi. En fait, je me rends compte que ce loup, c'est une louve et qu'elle a les tétines qui pendent grave. On est au mois de juin et j'appelle directement un copain qui bosse à l'OFB et qui bosse sur les loups depuis plus longtemps que moi et qui en connaît un morceau. Et je lui dis, écoute, voilà, je viens d'avoir sur cette caméra automatique une louve avec des tétines qui pendent à tel endroit. Il me dit, bon, écoute, on est au mois de juin. Si tu as cette louve qui passe avec des tétines, elle allaite, c'est-à-dire que la tanière n'est pas loin. Les loups, ils mettent bas en général vers le 15 mai. On était le 8 juin. Il me dit, là, la tanière est pas loin. La tanière est à moins d'1 kilomètre. C'est clair. Donc là, immédiatement,
J'ai emmené tout mon bordel et j'ai trouvé un affût sous un pin, encore une fois, c'est beaucoup sous des pins, à 150 mètres de la Sente. Je me suis planqué là et j'ai dit là, je bouge plus tant que j'ai pas un loup. J'ai amené mon bordel, mes victuailles, j'avais une semaine de bouffe et j'ai attendu, j'étais tout seul. Et là, un soir, à 5h de l'après-midi, je crois que c'était près dans ces heures-là, j'ai la louve qui s'est pointée et qui est passée sur la Sente à 150 mètres au-dessous de moi. C'est un plan que j'ai laissé dans le film, qui est très mal filmé parce que j'étais tellement ému que je tremblais, que j'avais du mal à faire la mise au point, la lumière, enfin bordel, une image un peu pourrie. Mais, et puis je parlais, je sais plus, mais j'étais chialé quoi, j'étais dans un état. J'avais un loup de mes yeux, pour la deuxième fois de ma vie, après celui que j'avais aperçu un an avant. Mais là, je l'avais sur une longueur de 100 mètres de long, tranquille, etc. Donc j'ai filmé cette louve. Et après, pendant à peu près un mois, j'ai eu des allers-retours incessants de la meute, c'est-à-dire des deux adultes et des subadultes qui étaient restés avec eux, des jeunes de l'année d'avant, qui étaient restés avec eux pour leur donner un coup de main et donner à bouffer et nourrir les petits. Et pour moi, ça a été là, c'est un truc incroyable. Donc, tu es sous ton affût, tu attends et tu passes des journées à roupiller dans la journée parce qu'il se passe en général rien. À partir de 5h de l'après-midi, tu commences à être vigilant. Et là, tu vois pas le matin au lever du jour, tu les vois. Enfin, ça a été un truc phénoménal. Et là, à chaque fois, même le premier plan là, de la louve à 150 mètres, elle me regardait. C'est-à-dire qu'elle savait que j'étais là alors que cet affût-là, je l'ai fait une semaine avant. Elle a reconnu l'odeur, elle savait que c'était moi. Elle savait que c'était le gars qui était tout le temps là. Et chaque fois que les loups passaient, que ce soit les jeunes, enfin les subadultes, le mâle, ils m'ont toujours jeté un coup d'œil. Vous regardez le film La Vallée des loups, chaque fois qu'il y a un loup qui passe, si on regarde attentivement, on voit qu'il tourne la tête et qu'il me regarde. Tous, à chaque fois. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai eu ces loups qui faisaient des allers-retours vers la tanière pour nourrir les jeunes et que j'ai pu avoir des images fabuleuses et dont j'étais ravi, j'ai évidemment jamais cherché à trouver la tanière. Déjà pour pas les déranger, et puis c'est, comme on disait avec mon ami Koulou, c'est la chambre à coucher. La chambre à coucher, on n'y va pas, c'est leur intimité. Mais le problème, c'est qu'une fois que les petits quittent la tanière, au bout d'un mois et demi, au bout d'un mois, ils sortent de la tanière et tout, et puis après, des adultes les emmènent sur ce qu'on appelle des sites de rendez-vous. C'est-à-dire des endroits où il y a de l'eau pas loin et où les petits attendent les adultes qui sont allés chasser pour leur ramener de la bouffe. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai perdu les loups. Parce qu'ils avaient, les petits n'étaient plus à la tanière et les loups, ils sont partis les emmener ailleurs. Je les avais eus, mes loups, je les voyais tout le temps et tout. Putain, d'un coup, plus rien. Je dis, putain, on repart à zéro, quoi. Waouh, la cata. Mais j'ai trouvé l'année d'après, à partir du mois de juillet, le site de rendez-vous. Et là, ça a été un été de malade. Là, je me régale. Je suis à l'affût. Et je me rappellerai toujours de voir ce jeune louveteau, mais qui était petit, qui avait 2 mois. Il était né mi-mai et on était mi-juillet. Et ce louveteau qui sort des bosquets, je filme, je l'ai l'image, j'ai le premier louveteau. Putain. Et après, il y en avait 6. Et donc, je passe l'été, du mois de juillet au mois d'octobre, parce que là, j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'ils n'ont pas changé de site de rendez-vous, parce que des fois, ils changent.
Et parce qu'il y avait de l'eau, il y avait certainement des territoires de chasse favorables pas très loin, même si parfois à la fin, surtout les adultes partaient 2-3 jours avant de revenir et ramenaient de la bouffe aux jeunes. Et j'ai vu les jeunes grandir. Donc en fait, j'ai passé là des moments de grâce. Donc j'y passais 3-4 jours sous mon affût. Après, je rentrais à la maison. Je me prenais une douche, j'allais voir les copains pour un coup au bistrot, etc. Mon fils, ma femme, hop, je repartais trop. J'ai passé un été de fou. Et j'ai des kilomètres, des heures et des heures de louveteaux qui jouent, qui ritualisent, qui apprennent, avec une jeune louve subadulte qui vient, qui leur apprend à jouer, qui leur apprend à ritualiser. Enfin, j'ai eu des trucs, quand j'y pense aujourd'hui, et comme quoi rien n'est jamais acquis, parce que j'ai vécu ça c'était la vallée des loups. Depuis, j'ai fait 2 autres films sur les loups, j'ai revu les loups, bien sûr, mais j'ai jamais pu trouver de moments aussi favorables. J'ai jamais revécu autant l'intimité, on va dire, qu'à ces moments-là. Donc il faut saisir les moments qui passent. Alors donc, après avoir vécu tous ces moments avec ces louveteaux qui grandissaient, qui ont fini par partir, etc., je me suis retrouvé en hiver et je me suis rendu compte, je me suis retrouvé frustré parce que j'avais pas de loup en hiver. J'avais pas une image de loup en hiver, mis à part sur les caméras automatiques. Et du coup, je me suis dit, mon gars, tu vas choper des loups dans la neige. Et là, ça a été encore un truc assez incroyable. C'est que j'ai passé décembre, janvier, février, mars au bivouac. Et là, c'était du 4-5 jours par semaine, toutes les semaines. Donc pour y aller, je me tapais 2 heures, 1h30, 2 heures de pot de phoque. Et j'ai passé des semaines et des semaines sous l'affût. J'ai passé 3 mois avant de voir un loup. Et là, j'avais des traces dans la nuit. Ils passaient à 50 mètres de moi. Je voyais qu'ils étaient passés. Tout putain, ils passaient pas de jour. C'était la cata. Et j'ai réussi au mois de début mars à avoir un matin un loup qui s'est pointé, que j'ai pu filmer. Et il est venu pendant 3 jours. 3 jours d'affilée. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment qui grignotait, une fois je l'ai vu, il était couché, il bouffait des os, il grignotait des os, en fait je pense, et c'était un subadulte, c'était un jeune loup, c'était pas un louveteau, il était balèze quand même, il avait du beau poil d'hiver et tout, mais c'était pas ni le mâle ni la femelle, et en fait, je pense que la meute avait chassé quelque chose, avait tué un chamois ou je sais pas quoi dans le coin, et que lui avait trouvé la carcasse. Et en fait, il crevait la dalle et il venait bouffer des os, péter les os pour bouffer la moelle qu'il y avait dedans, etc. Et il a passé 3 jours dans le coin. Et j'ai eu une forme, là encore, il me regardait des fois et tout, c'était dingue. Et j'ai eu une forme d'intimité avec ce jeune loup qui a aussi été un moment qui m'a marqué. Ça y est, j'ai mon loup dans la neige. Et ça a été un moment phénoménal. Et surtout, ça n'a pas été furtif. Ça a duré 3 jours. Et je suis reparti heureux, quoi. Et ce loup, il est dans le film, et c'est trop bien. Ben, en fait, d'avoir fait ces films, enfin voilà, je regretterai jamais mon choix et le moment terrible où j'ai arrêté de faire des voyages et à me recentrer sur ma passion. Ces loups qui sont revenus et qui m'ont tout donné, qui m'ont tout offert d'un point de vue émotionnel. Enfin, c'est ce que j'ai pu vivre, c'est juste dingue. C'est-à-dire que cette première meute que j'ai filmée pour la vallée des loups, elle était là. Déjà au début, elle n'était pas connue, et puis après, elle a été évidemment reconnue
par l'OFB et autres, mais c'était la seule. Et puis voilà, on disait, on n'est pas prêt de voir des loups dans tel endroit du Champsaur, dans tel endroit du Champsaur. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure où on parle, tous les territoires disponibles du Champsaur sont occupés. C'est-à-dire qu'on est à 6 meutes. Alors je mets le Val-Godemar dedans, Champsaur-Val-Godemar, mais je mets même pas le Dévoluy. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans 30 ans, on n'aura pas plus de loups dans le Champsaur que ce qu'on en a aujourd'hui, parce que tous les territoires sont occupés. Évidemment, en revanche, on aura de plus en plus de loups ailleurs en France, parce que les phénomènes de jeunes qui se dispersent et qui vont chercher de nouveaux territoires sont à l'œuvre. Mais voilà, donc ça a été quand même une chance incroyable. Et j'ai pu assister à l'installation pérenne des loups dans le Champsaur. Ouais, je suis un naturaliste heureux, sans oublier que ces animaux emblématiques qui sont de retour, et ce qui est quand même génial, même le retour des vautours. On a les vautours qui reviennent en nombre, ce qui est une très très bonne nouvelle. On a les bouquetins qui, pour le coup, eux, ont été réintroduits, mais qui se multiplient dans le massif des écrins. Tout ça sont de très très bonnes nouvelles, mais malheureusement, il ne faut pas oublier qu'on a des espèces beaucoup moins visibles, beaucoup moins emblématiques, qui, elles, sont en chute libre, comme les passereaux, les insectes, etc. Donc c'est un petit peu mon futur combat, on va dire, c'est-à-dire d'aller vers ces espèces plus anonymes, un peu moins sexy, qui sont la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, et dont dépend toute la chaîne alimentaire. Ça pourrait être l'histoire d'un autre film, ouais. Et tu vois, c'est bizarre parce que ça n'a rien à voir avec les films et tout ça, mais quand je te dis, c'était en 2015, ça fait 10 ans, j'ai l'impression que ça fait 100 ans. C'est bizarre, hein, parce que la vie passe très vite. Et moi, cette quête des loups, je sais pas pourquoi, mais depuis que je m'y suis mis dedans, j'ai l'impression que le temps s'est ralenti. Et ben, j'ai l'impression que ça fait 2 vies que j'ai vécu ça. Non, mais c'est fou, tu vois, alors j'explique pas. Mais tu vois, je le constate parce que je suis troublé. Les loups ont apporté de l'intérêt à ma vie. Les loups et les films aussi que j'ai fait avec, en les accompagnant, en rencontrant des gens. Bon, après, ça, c'est comme un éventail, hein, ça ouvre plein de possibles et plein d'occasions d'échanger avec des gens, etc. Mais moi, j'ai complètement changé. Milou n'est plus le même. La quête du loup pour réaliser ses films a enrichi sa vie en émotions et par du sens. Une vie consciente et au bon endroit. Qui pense encore que le loup est malfaisant ? Merci sincèrement à Jean-Michel Bertrand pour son accueil et pour nous avoir guidés sur le terrain. Merci à l'audionaturaliste Boris Jolivet pour les sons des films de Jean-Michel. Nos remerciements aussi à Stanislas Wroza pour l'accès à la sonothèque du Muséum d'Histoire Naturelle et au Parc National des Écrins pour le parrainage du podcast. Cet épisode est enregistré et réalisé par Laurent Sistac avec la voix de Zora Descrivelles et la musique de Sésame Music Agency. Ne manquez pas la suite du récit de Jean-Michel Bertrand dans un prochain épisode avec d'autres histoires de loups, source de réflexion sur l'homme et la société face à l'animal sauvage.